que tu as écrit dans tes enquêtes, et je pense que tu l'assumes, c'est qu'il y a eu un complot fomenté par l'État algérien sur le sol français pour faire disparaître Amir DZ. Et par la suite, Hicham Aboud. L'affaire Amir DZ est traitée par des gens qui habituellement travaillent sur les questions de lutte antiterroriste. Et en ce qui me concerne, ça fait une trentaine d'années en France que je travaille sur des questions de lutte antiterroriste. Il n'y a pas une institution française où je n'ai pas des sources, au moins une source. L'enquête judiciaire va révéler que, il n'y a pas un seul, mais au moins 2, voire 3, voire 4, disons 5 personnes à coup sûr qui sont impliquées de façon directe. Alors, 5 personnes des officiels de l'État algérien. Et il s'agit de quoi? La quatrième personne, c'est un PCA, c'est un personnel civil assimilé qui a été interpellé et qui a été laissé libre sous contrôle judiciaire en raison d'un problème de santé assez grave. En fait, les rôles ont été répartis sur plusieurs aspects. Il y a eu l'aspect repérage du domicile d'Amir DZ. Il y a eu l'aspect surveillance de ses habitudes, des lieux de vie, notamment un café qu'il fréquentait de façon régulière. Il y a eu le contact ou le fait de trouver des hommes de main qui devaient agir. On va commencer par le premier volet de ton travail qui a commencé avec le journal de dimanche. Bon, tu avais déjà commencé avec le Figaro Magazine, etc. Mais les 2 parties de ton enquête qui ont déclenché une véritable tempête entre les deux, diplomatique et politique entre les 2 pays, puisque l'AFP, après le 2e épisode de ton enquête, a cité aussi une source de la DGSI, une source proche de la DGSI. DGSI française, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Ça veut dire les services de renseignement intérieur, une importante direction des services secrets français, comme il y a la DGSI en Algérie, et qui a confirmé, l'AFP a fini par confirmer tout ce que tu as évoqué dans ton enquête, à savoir, alors justement, est-ce que l'implication de 2 responsables importants de l'État algérien, de 3 même, mais de 2 hauts responsables, un vice-consul et un premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie. Pour le moment, nous avons l'impression que toutes ces informations ont été communiquées par des sources sécuritaires. Est-ce qu'au niveau du parquet national antiterroriste, est-ce que Mohamed Safiewi t'a été entendu, t'a été écouté, ou t'a été consulté, ou t'as parlé à des juges? Est-ce qu'il y a d'autres sources judiciaires qui appuient ces révélations extrêmement graves? Parce que ce que tu as écrit dans tes enquêtes, et je pense que tu l'assumes, c'est qu'il y a eu un complot fomenté par l'État algérien sur le sol français pour faire disparaître Amir DZ. Et par la suite, Hicham Aboud. Alors, on va être très clair. La protection des sources est une chose qui est sacrée. Et j'ai, en ce qui me concerne, un deal moral avec à la fois mes sources algériennes et mes sources françaises. Qu'est-ce qui m'a permis d'affirmer certaines choses dont je connais la gravité, je mesure leur gravité? C'est d'abord des informations que j'ai obtenues en France, auprès non pas d'une seule source, mais de plusieurs sources, et des informations que je n'ai pas prises au pied de la lettre, que j'ai pu vérifier en grande partie grâce à des sources algériennes. Alors les gens peuvent s'étonner. Pourquoi moi je reçois des informations? La chose est très simple. L'affaire Amir DZ est traitée par des gens qui habituellement travaillent sur les questions de lutte antiterroriste. Et en ce qui me concerne, ça fait une trentaine d'années en France que je travaille sur des questions de lutte antiterroriste. J'ai déjà fait des enquêtes qui ont été remarquées, j'ai déjà eu des prix pour des sujets qui concernent le terrorisme et l'islamisme. Donc j'ai plusieurs sources à différents niveaux. Il n'y a pas une institution française où je n'ai pas des sources, au moins une source. Parce que c'est un investissement d'une vie, d'une carrière professionnelle. J'ai un carnet d'adresses, et on le sait, un journaliste est fort et d'abord un carnet d'adresses. Par son carnet d'adresses. Et donc j'ai fait mon carnet d'adresses au cours de ces dernières années. Les gens ont vu que je travaillais sérieusement, que je protégeais mes sources, et certaines personnes avec lesquelles j'ai tissé ce lien de confiance me donnent, oui, des informations ou me permettent de recouper des informations. Parce que c'est... Pour que les gens comprennent, moi je ne reçois pas un appel en disant venez, tenez, on vous donne des informations, allez les publier. Pour que les choses soient très claires pour vos téléspectateurs, cela se passe de la manière suivante.
Et je me suis intéressé dès le mois de mai 2024 à l'affaire MRDZ, pour parler de celle-ci. Avant même la crise politique entre les deux pays. Avant même la crise politique. J'ai remarqué qu'au début, il y avait des choses qui n'allaient pas, parce qu'il y avait un timing. Il y avait un timing qui pouvait laisser penser, je n'avais aucune information, pouvait laisser penser que derrière cette affaire, il y avait une petite barbouzerie algérienne. Alors, au départ, on peut penser que c'est des voyous proches du régime qui ont pu agir de la sorte. Et donc, j'ai commencé à enquêter sur cette affaire depuis mai 2024, tranquillement, doucement, en essayant de suivre l'évolution de cette affaire. Encore une fois, pour qu'on soit très clair, cette affaire a eu plusieurs étapes, parce que je voudrais tordre le cou à des rumeurs et à une propagande mensongère qui est dite aux Algériens. La première partie de l'enquête, c'est une enquête strictement judiciaire. C'est-à-dire que la police judiciaire, mandatée par le parquet de Créteil, la police judiciaire de Villejuif, est mandatée pour enquêter sur une affaire d'enlèvement-séquestration. Dans le droit français, dans le droit pénal français, l'enlèvement-séquestration est une incrimination extrêmement grave. Elle vient juste avant l'homicide volontaire ou l'homicide involontaire, l'homicide. Donc, entre le mois de mai, entre le 1er mai 2024 très précisément, et la fin de l'été 2024, c'est la police judiciaire, sous l'autorité du parquet, qui travaille, le parquet classique. À un moment donné, de Créteil. Après, ça a été... Voilà, après. Voilà. Et à un moment donné, il y a des éléments qui commencent à apparaître dans ce dossier. Et c'est là où, pour moi, ça devient très intéressant, parce que apparaît dans ce dossier des fonctionnaires de l'État algérien, et notamment au niveau du consulat général de Créteil. Et c'est là que j'apprends que peut-être l'Algérie pourrait être impliquée parce qu'il y a des officiels algériens. Ils apparaissent par des bornages, par des moyens techniques qui permettent de compromettre un certain nombre de personnes. Et ce n'est que vers la fin de l'année 2024 que la DGSI intervient, parce qu'elle était avant une certaine date présente comme observatrice. Elle intervient parce qu'il y a un État étranger qui commence à être, en tout cas des fonctionnaires d'un État étranger qui sont manifestement impliqués. Et cette affaire va prendre une autre dimension début 2025, puisque le parquet de Créteil va dessaisir au profit du parquet national antiterroriste. Pourquoi ? Parce que de nouveaux éléments sont apparus et une nouvelle incrimination est arrivée. Ces éléments ont été communiqués par la DGSI ou découverts par la police judiciaire ? Non, par la police judiciaire. Tout le travail est un travail de police judiciaire. Donc l'ingérence algérienne a été d'abord identifiée par la police judiciaire. Par la police judiciaire. À aucun moment les services d'enseignement sont arrivés progressivement dans ce dossier. Pourquoi ? Et on le voit. Parce que d'abord, il n'y avait aucune raison au départ. Ensuite, les services d'enseignement arrivent une première fois de façon logique, quand apparaît dans le dossier un agent consulaire qui allait s'avérer être un adjudant-chef du DCSA, mais détaché auprès de la DSE. Bref. Qui est le service de renseignement extérieur algérien. Le service de renseignement extérieur algérien. Et donc, à partir de là, la DGSI française intervient comme observatrice. Et progressivement, bien sûr, c'est début d'année 2025 ? Non, à la fin de l'année, vers la rentrée 2024, vers septembre-octobre 2024. Et à partir de là, les choses vont s'accélérer et l'enquête judiciaire va révéler que, il n'y a pas un seul, mais au moins 2, voire 3, voire 4. Et finalement, on va s'apercevoir qu'il y a, disons, 5 personnes à coup sûr qui sont impliquées de façon directe. Ah bon, 5 personnes des officiels de l'État algérien, vous voulez dire ? Parce que pour le moment, on a le vice-consul de Créteil qui a été convoqué. On a le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris qui a été convoqué, voilà, et incriminé aussi. Celui qui est emprisonné, c'est un agent du consulat d'Algérie à Créteil.
On n'a pas. C'est quoi cette quatrième ou cinquième? On n'a jamais entendu parler d'une quatrième ou d'une cinquième personne, c'est Mohamed. Moi, j'ai parlé d'une quatrième personne dans un de mes articles. Et il s'agit de quoi? La quatrième personne, c'est un PCA, c'est un personnel civil assimilé qui a été interpellé et qui a été laissé libre sous contrôle judiciaire en raison d'un problème de santé assez grave. Alors là, c'est une exclusivité. Là, vous pouvez... Voilà, non, mais on n'a jamais entendu parler. Il y a eu un membre, un agent qui est civil, oui, et qui a travaillé pour le bureau de sécurité, ça, pour les services secrets algériens, au niveau du consulat d'Algérie à Créteil, oui, qui a été interpellé. Oui. Et c'était quand ça? Qui a été interpellé au moment où les trois premiers, enfin, les trois qui sont en détention, les premiers qui ont été mis en détention, à partir du mois de février, je crois. Avril, 11 avril. Le 11 avril 2023. Exactement, pardon. Avril, il y a eu 4 personnes qui ont été interpellées. L'adjudant-chef, voilà, et deux franco-algériens. Exactement. Et le quatrième a été libéré en raison de son état de santé. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'un PCA? Un PCA, c'est un personnel civil assimilé. Ça veut dire qu'il ne travaille pas pour les services secrets. Ça veut dire que c'est un civil qui travaille, qui collabore avec les services secrets pour accomplir un certain nombre de tâches qui relèvent du civil. Ça peut être transmission de documents, rédaction de documents, faire des synthèses, etc. Mais il travaille officiellement pour les services secrets. C'est un franco-algérien ou c'est un Algérien? Pour l'instant, je vous dis que c'est en tout cas quelqu'un qui est algérien, qui est lié au... D'un certain âge. Un homme ou une femme. On va comprendre. C'est un homme. Non, je vais pas. Il y a des éléments que je ne vais pas dire. De toute façon, que je ne dirai pas. Je dis ce que j'ai envie de dire. Et moi, j'essaie de te faire dire ce que j'ai envie d'entendre. Non, pas ce que j'ai envie d'entendre. Non, mais c'est une révélation importante. Il est placé sous contrôle judiciaire, c'est cela? Bien sûr. Ah, on ne savait pas. Donc, c'est un autre agent qui a travaillé pour l'État algérien et les services secrets algériens qui est placé sous contrôle judiciaire. Oui. Et quel serait son rôle? Parce que tu as bien décrit le rôle du vice-consul, du premier secrétaire. Tu n'as pas beaucoup parlé de cet individu. En fait, les rôles ont été répartis sur plusieurs aspects. Il y a eu l'aspect repérage du domicile d'Amir DZ. Il y a eu l'aspect surveillance de ses habitudes, des lieux de vie, notamment un café qu'il fréquentait de façon régulière. Il y a eu le contact ou le fait de trouver des hommes de main qui devaient agir. Et donc, il y avait évidemment ceux qui devaient être, après les intermédiaires, donner l'argent, etc. Donc, il y a un partage des rôles qui est clair. Alors, vous ne m'avez pas posé la question, qui est le cinquième? Oui, j'allais venir. Parce que le quatrième m'a intrigué. Donc, le quatrième n'est pas sous contrôle judiciaire, il aurait contribué à la préparation de l'enlèvement de la séquestration d'Ahmed DZ. Oui. Mais comment, on ne sait pas. Parce que les deux autres, tu as bien préparé, tu as vraiment été précis. Encore une fois, il a été sur le lieu du kidnapping. Les 4 opérationnels ont agi, encore une fois, sur plusieurs étapes. C'est-à-dire que Ahmed DZ a été surveillé au moins 3 mois avant son enlèvement. Il a été surveillé, on le sait. Ils sont venus devant chez lui. Il y a eu, c'est des éléments techniques qui sont aujourd'hui dans le dossier et qui permettent de le démontrer. En tout cas, les enquêteurs disposent de suffisamment d'éléments et de preuves techniques concrètes qui permettent d'incriminer ces 4 personnes. Encore une fois, l'état de santé de l'une de ces personnes ne permet pas... Le PCA, le quatrième. Le PCA ne permet pas une incarcération. Il est en France, contrairement à 2 des officiers qui ont fui. Bon. Ils sont officiellement rapatriés vers l'Algérie, mais oui. Ils n'ont pas répondu à la convocation judiciaire. Ils ne répondront pas à la convocation judiciaire. C'est d'ailleurs ce qui incrimine encore les autorités algériennes. On en parlera, Mohamed. Mais la 5e personne, c'est quoi? C'est qui cette 5e personne? Des 4 déjà intrigants. Alors, je vais vous donner 2-3 éléments. Vous allez donner le nom tout seul. Oui. Quand vous avez une opération des services de renseignement sur un territoire comme la France, et vous avez notamment une mobilisation d'une somme importante qui a été donnée aux ravisseurs. D'accord ? Et ce qui est aujourd'hui documenté. Quand vous avez une opération qui est quand même d'une très grande gravité, est-ce que ce sont des gens qui ont agi de leur propre chef ? Ou est-ce
ils avaient une autorité à laquelle j'étais soumis pour pouvoir agir sur le plan opérationnel. Qui dirigeait le bureau de sécurité à cette époque? C'était le général Fethi Moussaoui, celui qui a été promu en septembre 2024 à la place, qui a remplacé Mehmet Cheba à la tête de la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure. Qui était colonel à l'époque. Oui, à l'époque, avant d'être général en juillet, ensuite... Il était colonel, il était en poste, il était chargé du bureau de sécurité. Du bureau sécurité liaison. De 2022 à 2024, je crois. Exactement. Et donc, il est évident, mais d'une évidence qui ne laisse l'ombre à aucun doute, que cette opération ne pouvait pas se monter sans l'aval du chef de poste. Ou alors, pardon, une question, Mohamed. Ou alors, l'aval, c'est pas le chef de poste qui doit le donner, c'est le patron des services secrets. Celui qui était patron, c'est Mehmet Cheba, c'est pas Fethi Moussaoui. Exactement. Et Mehmet Cheba avait... Pourquoi je pose cette question? Non mais pardon, et Mehmet Cheba a un patron aussi. C'est Abdelmajid Tebboune. Dans ce cas-là, il n'y a pas que 5 personnes. Dans ce cas-là, il y a 7 ou 8. Et pourquoi j'ai choisi, moi, c'est pas le deal avec le JDD, et c'est un deal qui a été respecté quand je leur ai proposé... c'est le journal de dimanche. Quand je leur ai proposé l'enquête, je leur ai dit, c'est mon titre, c'est mon article, il n'y a rien qui change, sauf pour des questions juridiques. Quand j'ai eu à répondre à des interrogations légitimes de l'avocat du journal, qui voulait voir évidemment les éléments concrets qui me permettaient d'affirmer un certain nombre de choses, j'ai donné au journal tout ce qui me permettait d'affirmer ce que j'ai affirmé dans mes écrits, et le titre est passé en l'état. J'ai assumé ma responsabilité en disant, voilà tout ce qui accuse le président algérien ou l'autocrate algérien Abdelmajid Tebboune dans cette affaire. Parce qu'effectivement... mais après, quand on accuse, il faut des preuves. Mais les preuves, encore une fois... on a parlé de la 5e personne. Non, mais d'abord... En quoi Fethi Moussaoui aurait contribué ou... voilà. D'abord, je ne vais pas faire de leçon de journalisme, mais l'enquête journalistique est différente de l'enquête judiciaire. L'enquête journalistique est beaucoup plus simple que l'enquête judiciaire parce que l'enquête journalistique peut se suffire de présomptions et d'éléments et d'un faisceau assez important, des indices, etc. Et évidemment, de notes et de rapports qui ont été faits par soit des magistrats, soit des services de renseignement, soit des services d'enquête qui donnent évidemment des éléments de décryptage parce que d'abord on connaît la nature du régime algérien et on connaît la rigidité de ce régime et on sait très bien que autant sur des petites affaires il peut y avoir des prises d'initiative, autant sur une affaire qui engage l'ensemble de l'État algérien, il ne peut pas y avoir de prise d'initiative. Et quand bien même il y aurait eu une prise d'initiative, on l'aurait su. Comment on l'aurait su? L'État algérien aurait réagi, aurait diligenté lui-même sa propre enquête et il aurait lui-même poursuivi En l'occurrence, donc Mohamed, un simple colonel en poste à Paris, il ne peut pas tout seul décider d'une opération. C'est pour ça que... Est-ce qu'il est cité dans le dossier judiciaire? C'est pour ça que je n'ai pas dit voilà tout ce qui accuse le général Sadek, qui n'est qu'un petit maillon de la chaîne. Et je dis bien qu'un petit maillon de la chaîne, parce que tous ceux qui ont croisé Sadek ou qui l'ont approché savent qu'il est vide et que ce n'est pas quelqu'un qui est calibré pour le poste. Et s'il a été mis à ce poste stratégique, c'est pour que justement on puisse le manipuler et l'utiliser selon le bon vouloir du grand Manitou, en l'occurrence Abdelmajid Tebboune. Donc, l'affaire, elle est en vérité... Okay. L'affaire, elle est très claire. Non, sur le plan opérationnel, qu'est-ce que Sadek avait? Parce qu'encore une fois, l'adjoint consul, on en a parlé, ça a été décrit par toi, par d'autres médias français, par nous-mêmes, par Algérie, qu'il était impliqué dans de l'espion de Bercy, le fameux fonctionnaire franco-algérien qui a communiqué des informations de plusieurs personnalités de l'opposition algérienne au vice-consul, on a expliqué son rôle. Le premier secrétaire, on a aussi expliqué son rôle, toi-même tu l'as expliqué, d'autres médias l'ont expliqué, nous on a trouvé d'autres infos. Il est parti même jusqu'au domicile, son téléphone a borné auprès du domicile et le lieu du kidnapping d'Ahmed Dized. Maintenant, sur Sadek, qu'est-ce qu'il y a comme élément? Alors, ce qu'il y a comme élément, il y a
D'abord, la somme d'argent qui a été donnée, ou les sommes d'argent. Dans un premier temps, les services de renseignement et les services d'enquête ont évalué cette somme à 50 000 euros. Là, récemment, j'ai appris que cette somme serait beaucoup plus importante, manifestement, parce que, en vérité, comme tout a été donné en espèces, les montants seraient beaucoup plus importants. Et comment les enquêteurs le savent? Ils le savent à la faveur des dernières auditions qu'ils ont pu avoir au cours des dernières semaines depuis les récentes interpellations. Les dernières interpellations de ceux qui ont agi. Cet argent, ce sont les commanditaires qui les ont débloqués. Cet argent, ce sont les commanditaires qui les ont débloqués. Les commanditaires ne débloquent une somme, admettons 50 000 ou 100 000 euros, mais en tout cas plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui vont finir par être délimités. Hein. Le chiffrage va être fait. Est-ce que cet argent a été tracé? Est-ce qu'il y a des traces de cet argent? Cet argent n'a pas été tracé. Cet argent apparaît soit dans des écoutes, soit dans des échanges électroniques, des SMS, soit dans les auditions, parce que les gens commencent à parler, disent « moi j'ai touché tant, l'autre a touché tant », etc. Donc ça, c'est le travail d'enquête, de travail judiciaire. Mais ce qui est évident, c'est que cette somme d'argent en liquide est arrivée de quelque part. Or, le colonel chef de poste du bureau de sécurité et de liaison, à l'époque le colonel Sadek, aujourd'hui général, c'est lui qui gère la caisse noire et c'est lui qui gère la caisse pour les opérations clandestines. Donc ce n'est pas le consul général qui est le premier secrétaire de l'ambassade aussi. Ce n'est pas le premier secrétaire qui gère, puisque le premier secrétaire travaille sous l'autorité sous l'autorité du bureau de sécurité. Aussi, en partie aussi. Non, sous l'autorité du bureau de sécurité. C'est encore une fois le premier secrétaire. Son statut est une couverture. Ce n'est pas une fonction officielle. Sa fonction, la couverture, c'est premier secrétaire. Sa fonction, c'est un agent des services de renseignement algérien qui travaillait à l'époque sous l'autorité du colonel Sadr. Le premier secrétaire, il est habilité à gérer aussi, à intervenir dans des questions financières. Sous l'autorité du chef de poste. Encore une fois, celui qui gère la caisse noire, c'est le colonel. Au niveau de la hiérarchie, c'est incontestable. Bon. Maintenant, encore une fois, Mohamed, est-ce que dans des SMS, dans des échanges, dans l'enquête menée par les services secrets français ou visiblement une brigade criminelle c'est la brigade criminelle de la police française qui est des orfèvres. Les seconds à être intervenus, c'était plus la police judiciaire de Villejuif, mais c'est la brigade criminelle, la section antiterroriste de la brigade criminelle. C'est une unité d'élite assez puissante ici en France. C'est ce qu'il y a de mieux en matière d'investigation en France, surtout en matière de lutte antiterroriste. Est-ce qu'il y a eu des détails techniques, comme c'était le cas pour les 3 premiers que nous avons évoqués, impliqués dans l'affaire MDZ, est-ce qu'il y a des détails techniques menant vers plutôt le colonel Sadr, qui est devenu aujourd'hui le patron de la DDSE? Oui, mais je ne dirais pas. Encore une fois, le deal que j'ai avec les sources, c'est d'avoir les éléments pour comprendre et pour que je puisse aussi me nourrir de ce dossier qui est en cours d'instruction, mais je ne ferai absolument rien qui pourrait trahir le travail d'investigation. C'est une question de principe. Mais des preuves, il y en a. Est-ce qu'il y a des preuves ou pas? Je réponds, encore une fois, ce qui a motivé un certain nombre de notes qui sont remontées jusqu'au président de la République, Emmanuel Macron, ce sont des éléments concrets qui incriminent le pouvoir algérien au plus haut niveau. Maintenant, il y a une pudeur chez Emmanuel Macron ou une sorte de connivence. Ou une sorte de connivence, c'est son problème. On en parlera juste après. Mais la réalité, le fait est là. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour votre soutien et pour les discussions que vous menez dans la section des commentaires. C'est vraiment très intéressant. Et je tiens surtout à vous demander juste de respecter un petit peu le cadre des discussions et de ne pas verser dans l'animosité, dans l'insulte ou dans la calomnie. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.